Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Enjeux. Que vous nous suiviez, vous êtes les bienvenus, que vous nous suiviez en direct ou bien en replay. Et puis je vous rappelle que vous pouvez également assister à l'émission dans les studios d'Armada à Villejuif si vous le souhaitez bien évidemment. Et vous êtes tous les bienvenus. Alors ce soir, dans Place des Enjeux, on va parler de solidarité. Alors la solidarité, c'est un thème qu'on a déjà abordé dans l'émission. C'est un thème d'ailleurs qui reviendra de manière assez régulière parce que tout simplement c'est ensemble que l'on peut avancer. Et il est important pour moi de mettre en lumière toutes les personnes qui y contribuent. Et donc ce soir, on va parler de la nuit de la solidarité. Et plus largement, on va parler du soutien que l'on peut apporter à toutes les personnes qui sont en situation de précarité, qu'elles soient seules dans la rue, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient personnes âgées. Et donc, à cet effet, je vous présente immédiatement mes invités. Étienne Filleul, bonsoir, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Partagé. Et donc Étienne Filleul, donc vous êtes adjoint au maire d'Alfortville, vous êtes en charge de la solidarité. Vous êtes également conseiller territorial de Grand Paris Sud-Est Avenir. Je ne me suis pas trompée. Non. Et vous êtes chef de cabinet à l'UNCCAS. On peut juste rappeler pour les personnes qui nous regardent l'UNCCAS que c'est C'est l'Union nationale des CCAS, donc l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, qui fédère les centres communaux d'action sociale, comme son nom l'indique, de France. Voilà, et c'est un rôle ô combien important. Et puis, vous êtes membre également de Génération. Absolument. Voilà, nous avons tout dit pour le moment. Et à vos côtés, Étienne Filleul, c'est Jessie Claude qui est avec nous et que je suis vraiment heureuse également d'avoir sur le plateau. Bonsoir Jessie Claude. Bonsoir Florence, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de pouvoir participer à cette émission ce soir avec vous. C'est un vrai plaisir. Alors, Jessie Claude, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France. Vous faites partie du groupe Île-de-France Rassemblée. Exactement. Vous êtes d'ailleurs vice-présidente de la commission jeunesse. Exactement. Vous êtes également conseillère municipale de la ville de Fresnes. Également. Voilà. Vous êtes déléguée centriste du Val-de-Marne. Et puis, dans la vie professionnelle, vous êtes chargée d'enseignement à l'université. Exactement. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup de choses pour l'un comme pour l'autre, voilà, et des invités très intéressants. Et je vous remercie tous les deux de participer à l'émission, car vous êtes l'un et l'autre très investis dans le domaine de la solidarité. Donc merci à vous. Alors, on va parler ce soir de la nuit de la solidarité. Alors, la nuit de la solidarité, c'est une opération qui vise à déterminer dans un territoire donné le nombre de personnes qui sont sans abri, qui dorment à la rue. Elle fait appel à la solidarité puisque vous, en tant que bénévole, vous pouvez bien évidemment y participer. Donc elle a deux objectifs. D'une part, recenser les personnes qui vivent dans la rue pour voir un peu quel est leur profil, et d'autre part, voir quels sont leurs besoins en matière d'hébergement, ce qui permet également après aux politiques de mieux adapter leur politique publique pour répondre à ces besoins. Elle a été lancée en 2018 par la ville de Paris, donc là c'est la 8e édition. À partir de 2022, certaines villes d'Île-de-France se sont jointes à l'action. Aujourd'hui, il y a également des grandes villes de province qui y participent. Et puis, pour cette édition de janvier 2025, en Île-de-France, Paris a été rejointe par 30 municipalités et donc qui ont contribué à cette nuit. Donc, on va partir en images tout de suite à Alfortville. Les bénévoles sont descendus, donc là sur ce secteur, ils vont rechercher principalement des personnes qui sont susceptibles de dormir dans leur véhicule. Je suis Étienne Filleul, je suis adjoint au maire à la solidarité et vice-président du centre communal d'action sociale. Je remercie Isabelle Le Prêtre ici présente qui dirige le CCS, Olga Esposito qui est là et qui a organisé tout ça, les personnels du CCS et de la municipalité qui ont travaillé à cette nuit à laquelle vous avez bien voulu participer. Et vraiment merci beaucoup parce que quand on lance cette chose-là auprès des Alfortvillais, on lance un peu une bouteille à la mer. On se demande si vraiment il y a des gens solidaires sur Terre. Apparemment la réponse est oui. La première idée c'était de dire nous on va trouver des vrais chiffres sur le sans-abrisme. D'où le fait que cette nuit, c'est pas juste on se balade, on compte et puis on est content. C'est un travail scientifique. Les questionnaires qu'on donne, les données qu'on récolte, elles sont analysées scientifiquement. Donc il y a des données quantitatives évidemment, combien il y en a, et qualitatives. Et donc c'est vraiment un travail scientifique. Donc deuxième idée derrière tout ça, c'était, et c'est ce qu'on veut faire nous aussi à Alfortville, susciter la solidarité. En parler, dire soyez solidaires, soyez attentifs à votre voisin. C'est la deuxième idée. Puis il y a une troisième idée, c'est que les gens se parlent entre eux. Alors quand vous serez ensemble dans vos équipes, parlez-vous, racontez-vous vos vies. L'idée de tout ça, c'est le lien.
cette œuvre, elle m'a été commandée. Avec plaisir, j'ai accepté de la représenter parce que j'adore la peinture. On me connaît assez pour ça. Et souvent, c'est des portraits et ça parle beaucoup aux gens. Même dans les rues, quand je représente une fresque, ça met à l'aise tout un quartier parce que ça leur paraît moins sombre et moins gris. Ça plaît toujours. Et puis après, j'incorpore ce que je veux, la couleur de peau que je veux, les ombres que je veux, les lumières que je veux. Mais ce qui me plaît surtout, c'est le final. C'est d'y rajouter 2-3 petites touches de couleur au bon endroit. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Habituellement, je fais tout le visage coloré, un peu comme tu peux voir au Resto du Cœur d'Alfortville. Il verra le portrait de Coluche, il est complètement coloré. Donc ça, c'est vraiment le style que je fais actuellement. Ah, c'est toi qui as réalisé le portrait de Coluche? C'est moi, avec un ami qui a fait les lettrages qui s'appelle Ding. Je voulais qu'il participe et comme c'est quelque chose qui aussi fait partie de la solidarité, les Restos du Cœur, ça me touche beaucoup et voilà, donc c'est avec plaisir. Allez, c'est parti. Mettez-vous au chaud, allez hop. Et de plus en plus maintenant de personnes qui n'arrivent pas à se loger prennent leur véhicule particulier comme habitation. Hein. Ils y dorment et puis le matin ils vont au boulot. Il est là, il y a un chien. Oui, il faut le noter, ouais. Alors, Étienne Filleul, c'était la 3e participation de la ville d'Alfortville à la Nuit de la Solidarité. C'est vrai. C'est vrai, on a raté la première, on aurait dû faire 4, mais on était un peu court. Oui, on a répondu à l'appel de la métropole du Grand Paris pour cette Nuit de la Solidarité. Je crois qu'on est un nombre important de sans-abri à Alfortville, comme dans beaucoup de villes de banlieue, il y en a quelques-uns, on a l'impression de les connaître. Voilà, de façon très volontaire, mais ce qui est important, c'est l'ensemble. Le fait qu'on le fasse dans toute la métropole, oui. Comme je dis toujours, 0 SDF trouvé, c'est un chiffre. C'est un chiffre. Et l'important, c'est l'image qu'on donne dans toute la métropole. Donc on a fait ça pour la 3e fois. Pour être honnête, on upgrade la chose à chaque fois, on fait de plus en plus de choses à chaque fois. Oui. Là, on a fait, vous l'avez vu, une fresque, une toile de Gisèle Halimi. On fait de plus en plus de choses pour susciter la solidarité. Oui, tout à fait. Et justement, je voulais savoir comment ça se coordonne, puisque c'est la métropole du Grand Paris qui l'organise. Alors, la métropole du Grand Paris, pour les personnes qui nous regardent, ça inclut Paris, plus toutes les communes des départements qui touchent Paris, donc ce qu'on appelle la petite couronne, avec 7 autres communes de l'Essonne, un peu plus éloignées de l'Essonne et du Val d'Oise. Et donc, comment se passe la coordination ? Alors, la coordination, c'est la métropole qui l'a fait. Oui. C'est eux qui nous donnent tous les éléments. Le principe de la Nuit de la Solidarité, il faut l'expliquer quand même, c'est chaque ville est découpée en secteurs. Oui. Pour Alfortville, c'est 8 secteurs. Pour Paris, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et dans chaque secteur, il y a une équipe de bénévoles, de 4-5 bénévoles qui partent en maraude. C'est pas vraiment une maraude, puisque vous avez compris, l'objet, c'est pas une maraude. Mais ils partent dans les villes, chercher absolument partout à pied. Chercher des sans-abri qui peuvent être dans une voiture, entre les voitures, dans les portes cochères, etc. Et donc, ça nécessite du ravitaillement, de la logistique, une lampe de poche, des choses très concrètes. Et tout ça, c'est la métropole qui coordonne toute cette action. D'accord, qui va le financer alors parce qu'il y a quand même un coût néanmoins. Qui le finance absolument. Alors l'UNCAS finance aussi des choses, la ville de Paris finance des choses. Voilà, donc c'est la métropole qui organise un peu tout ça pour les villes. D'accord. Et en termes de participation, puisque là, comme vous le disiez très justement, ça fait appel au bénévolat. Quel est le retour que vous avez au niveau des personnes qui participent ? Comme je dis toujours, l'objet de la nuit, c'est pas du tout de chercher des SDF, c'est de susciter la solidarité. Bon, je dis ça par provocation évidemment, parce que c'est pas évidemment le but est de chercher les SDF, de les compter, de les recenser qualitativement et quantitativement. N'empêche que ça crée un lien assez extraordinaire. Donc quand on fait un appel auprès des bénévoles dans les villes qui le font, en tout cas pour Alfortville, mais je sais que c'est pareil ailleurs, ça suscite beaucoup plus de candidatures que de besoins. En gros, nous on a besoin d'une 50aine de bénévoles pour cette nuit. On en a beaucoup plus, on en a quasiment le double, donc on fait beaucoup de frustrés. Et une fois sur place, ça crée des liens entre équipes. Quelques anecdotes à vous raconter à ce sujet. Ça crée de vrais liens parce que autour de la solidarité, comme je dis toujours, quand
on rend les gens heureux, et en tout cas, quand on essaie d'être solidaire, on se rend soi-même heureux. Oui. Et donc, ça crée une ambiance très positive. Oui, ça crée du lien à la base. Bénévoles, oui, entre bénévoles. Voilà. Oui, et on le voit d'ailleurs. On va regarder quelques images. Moi, je voulais que vous nous expliquiez, parce qu'on vous voit en train d'expliquer dans la vidéo. Nous, on va trouver des vrais chiffres sur les sans-abri. Vous parlez de travail scientifique. Donc, oui. Je voulais vous faire parler justement par rapport à cette démarche. Oui, parce que en fait, à la base de la démarche, en 2018, quand Paris a lancé cette opération, en vrai, c'est parce que les préfectures, pas que Paris, mais les préfectures, l'État, n'avaient pas une vision claire du sans-abrisme, oui. Voire même donner des chiffres qui, manifestement, quand on était sur le terrain, étaient sous-évalués. Donc, Paris s'est dit, on va lancer cette opération qui vient des États-Unis par ailleurs, mais on va lancer ça, on va avoir des vrais chiffres. Et donc, il y a un vrai travail scientifique, il y a un comité scientifique. Oui. Il y a l'atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, qui organise tout ce côté scientifique, les questionnaires, l'analyse des questionnaires, le découpage des villes en secteurs, etc. Les fonctions en fonction des données de l'INSEE, etc. Donc, il y a un vrai travail scientifique. Le fait aussi que tout le monde le fasse à la même heure, à la même période, c'est-à-dire fin janvier. Le fait que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc voilà, c'est une vraie analyse scientifique. Et encore une fois, ce n'est pas juste un comptage, c'est aussi un travail qualitatif au sens où on a un questionnaire. Quand on peut interroger les personnes, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'elles répondent d'ailleurs volontairement Elles répondent globalement plutôt volontairement, même si évidemment il y a des instructions qui sont données aux bénévoles de ne pas réveiller quelqu'un qui dort, si quelqu'un est en situation d'alcoolisation, ce genre de choses. Voilà, on ne rentre pas forcément en contact, on leur demande s'ils veulent bien répondre au questionnaire. On ne pose pas les questions en mode A, B, C, D, E. C'est une discussion qu'on a avec les gens. Voilà. Et au fur et à mesure de la conversation, on remplit le questionnaire nous-mêmes, pas forcément dans le bon ordre. Mais au final, ça donne un travail, une vraie image. Et une vraie image, voilà. Et pour ce qui est du quantitatif, il faut qu'on soit clair. Les chiffres qu'on trouve, là, on va voir les chiffres, effectivement, tout à l'heure. Oui. Ils sont sous-évalués par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'on trouve pas tout le monde, par définition. Parce qu'on ne rentre pas dans les parties privées, on ne rentre pas dans les caves, on ne rentre pas chez les bailleurs, on ne rentre pas dans des endroits compliqués sur le plan sécuritaire. Oui. Donc, le chiffre qu'on donne, il est encore pas, c'est pas encore le bon. Donc voilà. Et malgré tout, les préfectures ont toujours eu tendance, mais c'est moins le cas maintenant, de minimiser les choses. Je me souviens d'une anecdote avec ma collègue, mon alter ego de Bordeaux, qui avait fait la nuit de la solidarité et qui avait trouvé, alors je me souviens plus du chiffre, mais enfin c'était quelques centaines de sans-abri à Bordeaux. Et la préfecture le lendemain avait fait un communiqué pour dire c'est faux, le chiffre à Bordeaux c'est 8. Voilà, donc le décalage était assez phénoménal. C'est énorme. Voilà. Bon, après c'est une anecdote d'il y a quelques années, et les choses ont changé. Maintenant je pense que l'État a plus pris en compte les choses, mais ça montre quand même que le travail est utile. Oui, totalement. Alors, Jessie Claude, là on voit c'est la métropole du Grand Paris qui coordonne l'action. Est-ce que la région Île-de-France pourrait également intervenir dans cette opération ? Alors, la région Île-de-France pourrait intervenir, mais avant que je puisse mettre en avant les dispositifs, ce que je souhaiterais saluer pour la Nuit de la Solidarité, c'est que les personnes sans abri sont tellement invisibilisées que cette action permet de les remettre, je dirais, au centre, dans le sens où toute la journée, elles doivent voir des personnes qui passent devant elles sans vraiment leur prêter d'attention. Et le soir de cette Nuit de la Solidarité, les personnes sans abri sont les personnes qu'on voit, sont les personnes qu'on cherche. Elles sont au centre de l'attention. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Et je tenais à le saluer à cet égard. Parce que effectivement, l'étude, ce sont des chiffres, mais derrière les chiffres, ce sont des êtres humains. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit avant tout. Merci. Et c'est pour ça qu'avant de valoriser les dispositifs, je souhaitais mettre en avant aussi les bénéficiaires de cette action-là et non pas d'avoir ce regard très institutionnel à amener ce que nous, aujourd'hui, on peut porter politiquement parlant, mais tout simplement, en tant que citoyen, de dire ce soir-là, je mets un gilet et je vais parler à quelqu'un à qui je n'aurais peut-être pas parlé le matin en allant au travail ou en rentrant chez moi. Et aujourd'hui, je lui adresse la parole et j'évalue sa situation et ses besoins. Oui, ça incite aussi les participants, ça sensibilise et puis ça les incite à parler à ces personnes et puis peut-être à voir quels petits gestes ils peuvent faire à destination de ces personnes dans la rue. Exactement. Donc voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant dans un point de vue assez introductif. Pour ce qui est de la région, vous disiez juste avant, ce qui est assez intéressant, c'est le fait que ça recense les besoins. Et lorsqu'on regarde le détail de ces enquêtes, on voit qu'en fait, il y a différents lieux où elles sont menées.
fonction des lieux où elles sont menées, ça permet de dire, en fait, on se rend compte que, par exemple, si je prends l'exemple de Paris, je crois que cette année, il y a eu 3507 personnes qui ont été recensées. Ces 3507 personnes, ils ont pu faire le découpage de là où elles avaient été recensées. Ça peut être des jardins, des parcs, des parkings. Il arrive parfois que ce soit d'autres lieux, mais là où j'ai trouvé assez intéressant que bon nombre de ces personnes sans abri qui, pour la plupart des fois, sont dans les stations de métro, ça a permis, en fait, pour le cas de la région Île-de-France, de répondre à ce besoin qui était celui de se dire, on a énormément de personnes qui sont dans les métros franciliens, qui, très clairement, y résident, et ils ne devraient pas, ce sont des lieux de transport, ce ne sont pas des lieux d'habitation, et du coup, a lancé Maison Région Solidaire. Voilà, tout à fait. On en parlera tout à l'heure en plus en détail, effectivement. Exactement, et en fait, Maison Région Solidaire, c'est pour les personnes, c'est des situations d'hébergement, des solutions d'hébergement pour les sans-abri exclusivement qui ont été identifiés dans le métro parisien. Tout à fait. D'accord, oui. C'est dire que les lieux, des fois, oui. les lieux, des fois, peuvent aider à avoir une réflexion Exactement. sur les actions qu'on peut mener derrière. Exactement, oui. Donc ça, c'est important. Et on aura une belle illustration. Vous nous parlerez justement de ces maisons régions solidaires parce que il y a déjà 3 maisons qui existent à Paris. On va en parler, effectivement. Exactement. Alors, on va voir les chiffres dans quelques instants. Mais avant cela, puisqu'on parle de chiffres, moi, c'est un numéro que je voudrais que l'on rappelle. C'est un numéro important. Et voilà, merci Eric, notre réalisateur, qui l'affiche à l'écran. C'est le 115. Jessie, moi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du 115. Donc, c'est le numéro du SAMU social. Déjà, qui peut appeler et qu'est-ce qui se passe quand on appelle au 115? Alors, ce qui est particulier avec le 115, c'est parce que c'est au nombre d'appels que les personnes peuvent avoir des nuits attribuées. Et en fait, il y a tellement d'appels qui saturent complètement les lignes, qui fait que aujourd'hui, les personnes passent des fois plus de temps à appeler qu'à avoir des réponses ou avoir des solutions pour pouvoir dormir la nuit. C'est la problématique, non pas, je dirais, du SAMU social du 115, mais c'est le besoin criant, l'affluence criante, et en face, les besoins des fois auxquels on ne peut pas toujours répondre. Alors déjà, c'est sous-dimensionné en termes de structure, parce que apparemment les personnes n'arrivent pas à avoir un interlocuteur. Donc est-ce qu'on a un manque de répondants au téléphone? Oui, complètement. Il y a un manque de répondants dû au fait que ces structures-là aujourd'hui ne sont pas celles qui sont les plus, je dirais, prisées, ne sont pas celles vers lesquelles les personnes qui ont envie de s'engager vont aller de prime abord. Vous savez, le bénévolat, c'est principalement associatif, et les gens, des fois, lorsqu'ils cherchent à mener des actions de bénévolat, ils regardent dans leur cercle direct. Ils regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire en bas de chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le quartier où ils habitent, et en général, ces structures-là, du coup, c'est elles qui manquent le plus de personnes pouvant venir mener des actions de soutien à l'échelle nationale. En fait, on se dit, c'est tellement grand qu'ils n'ont pas besoin. Oui. Il y a peut-être tellement de personnes qui aident qu'il vaut mieux que j'ai au coin de ma rue, et pourtant, pas du tout. C'est les structures également qui pâtissent ce besoin-là. Et donc, les personnes qui appellent, donc, ce sont les personnes qui sont dans la rue, qui ont besoin d'un hébergement d'urgence. Et puis, on peut appeler également si soi-même on est témoin on voit une personne dans la rue. Je pense que ça, faut le dire aussi aux personnes qui nous regardent. Complètement, parce que c'est vrai que je pense que les personnes qui ne penseraient peut-être pas à le faire vont se dire, toutes les personnes qui ont besoin vont penser automatiquement à appeler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière qu'il y a des fractures sociales, des fractures numériques, tout le monde n'a pas toujours les moyens d'avoir un téléphone pour ne serait-ce que passer un appel, même sur une ligne gratuite. Totalement. Donc, il faut également penser qu'il faut un outil pour accéder à cet autre outil-là que peut proposer le 115. Oui. Sur le 115, il faut quand même dire que le sous-dimensionnement ce qu'on appelle le 115 d'une façon très générale, c'est au-delà du numéro, on dit le 115 en parlant du SAMU social. Le sous-dimensionnement, il est surtout dans le nombre de places d'hébergement d'urgence disponibles. Voilà, parce que se passe-t-il une fois qu'on appelle? Voilà, parce que même si on a quelqu'un au bout des lignes, au bout du fil en appelant le 115, clairement, le nombre de places est insuffisant en France. Alors, en gros, les associations qui sont dans ce secteur considère qu'il manque au moins, vraiment au bas mot, 10 000 places d'hébergement d'urgence. Et les chiffres, colossal. Ce qui est colossal. Et donc les chiffres qui sortent, par exemple, parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle les sans-abri, au sens large du terme, ça ne veut pas dire vivant à la rue, ça veut dire vivant dans un hôtel, vivant, etc. Ils n'ont pas de chez eux, disons. C'est en gros 350 000 personnes, d'après les derniers chiffres, dont 42 000 enfants. Oui. Et parmi ceux-là, c'est pareil, c'est un chiffre plancher, il y a au moins 2000 enfants à la rue, qui dorment à la rue. Et ces gens-là, qui dorment à la rue, ils appellent le 115, ou
ou alors ils ont abandonné parce que ça devient très compliqué. Mais globalement, ils appellent le 115. Mais il n'y a pas de place. Donc franchement, Et que fait le répondant dans un cas semblable s'il n'a pas de place à proposer? Bien, il dit à la personne, il n'y a pas de place. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Ou alors, il propose des places très très loin que les familles ne peuvent pas se déplacer pour y aller. Alors après, il y a des situations d'urgence. Quand on a une femme enceinte ou une femme avec un enfant en très bas âge, etc., il y a quand même des situations qui essayent d'être résolues. Mais c'est très insuffisant. Ça reste très insuffisant. Et c'est ça le problème globalement. Alors, le nombre de places avec un peu plus de 200 000, 204 000, je crois, en France, d'hébergement d'urgence, a été maintenu ces derniers temps avec difficulté, il faut le dire, avec les derniers gouvernements, pas seulement le récent, avec ces dernières années, après des grosses batailles parlementaires, pour dire les choses. Mais l'objectif était de les baisser, alors qu'il faudrait clairement les augmenter. Et le résultat, c'est que toute la chaîne est bloquée. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des hôtels, par exemple, ce qu'on appelle les hôtels sociaux, qui n'en sont pas d'ailleurs, mais des hôtels 115, on va dire, remplis par les gens du 115, faut pas croire que c'est des gens qui passent une nuit, 2 nuits. Ça existe beaucoup aussi. Mais il y a des gens qui sont là. Moi, j'ai à Alfortville, un hôtel où il y a des gens qui sont là depuis des années, logés par le 115. Ils sont à l'école qui est à côté de l'hôtel. Les enfants sont scolarisés en maternelle, en première année, en deuxième année. Ils vont au CP. Ils sont là depuis des années. Moyennant quoi, ça embolie complètement le système. Parce que ces gens-là, qui sont par exemple sans papier, ne peuvent pas accéder au logement social. C'est ça en donc fait, ça se substitue au logement social. Ça se substitue au logement social. Du coup, voilà, si on continue la chaîne, le logement social lui-même est embolisé par des gens qui ne peuvent pas devenir propriétaires. Bref, toute la chaîne est complètement embolisée, mais ça commence par le bas de la chaîne, entre guillemets, l'hébergement d'urgence, qui est un vrai sujet. Donc j'exhorte ce gouvernement et tous les prochains à augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence, mais vraiment. Oui. Et bien justement, on va s'attacher maintenant à quelques chiffres pour illustrer vos propos. On va voir quelques chiffres parce que on va s'attacher donc aux chiffres en Île-de-France. Donc déjà, on va voir ce qui s'est passé entre 2022 et 2025, aussi bien à Paris qu'en Île-de-France. Et puis on va s'attacher aux chiffres de l'année dernière, les chiffres 2024 hors Paris. Et on va voir, voilà, c'est très parlant. On regarde immédiatement tous ensemble. Alors moi, je vais évidemment vous faire réagir l'un et l'autre sur les chiffres que l'on vient de voir. La seule, je dirais, nouvelle positive que l'on voit, c'est la participation de plus en plus de communes franciliennes. C'est le seul point positif que l'on peut en dégager finalement. Oui, c'est déjà bien. Oui. Ça veut dire que la solidarité progresse, donc il faut aussi donner des bonnes nouvelles quand même. Voilà, exactement. Et globalement, oui, le sans-abrisme, on a les chiffres de Fondation Abbé Pierre, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais les chiffres sont connus, c'est une augmentation permanente. Oui, alors juste, je vous interromps, on avait l'impression que ça avait légèrement stagné entre 2024 et 2025, mais ce n'est qu'une impression.
disons que c'est entre 2024 et 2025 qu'il y a une espèce de stagnation dans une augmentation. Voilà. Sachant que les chiffres de Paris, j'en parlais avec ma collègue Léa Filoche et mon amie Léa Filoche, qui est adjointe au maire à Paris, qui me disait qu'il y avait cette nuit-là, la ville de Paris, bien qu'ils n'aient pas cette compétence, hébergeait 1 millier de personnes elles-mêmes dans des structures municipales. Donc, Qui n'ont pas été comptabilisés. Qui n'ont donc pas été comptabilisés, puisqu'ils avaient un hébergement précaire, évidemment, ce soir-là. Mais donc voilà, c'est un faux semblant de stagnation. Oui, Lorsqu'on parle de stagnation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une augmentation de 14% par an en moyenne, et que même s'il y aurait une stagnation, je dirais, de 2024 à 2025, il y a quand même eu une forte hausse de 18% de 2023 à 2024. On est passé de 3015 à 3400. Tout à fait. Donc du coup, on se rend compte que c'est peut-être aussi juste le ralentissement d'un bondissement après Covid, mais qui du coup est la stagnation de ce bond qui est arrivé juste l'année précédente en fait. Oui, effectivement. Alors, moi, ce que je voudrais déjà savoir, Étienne Filleul, donc on a les chiffres, qu'est-ce qui se passe derrière On reviendra sur les chiffres juste après, mais qu'est-ce qui se passe derrière quand ces chiffres-là, ils deviennent quoi quand l'étude est finie? Bonne question. Je dis ça de la part de l'État, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Ce que je sais, c'est que de la part des villes, alors Paris, c'est un gros mastodonte, c'est peut-être un peu différent. Mais si je prends ma commune à moi, et je suis persuadé que c'est la même chose dans les autres communes de la métropole et des villes un peu plus petites, pour dire les choses, à Alfortville, le chiffre cette année, c'est 8. On a trouvé 8 personnes. Bon, en réalité, on sait qu'on en a plus en réalité. Alors, nous, on a fait la première nuit de la solidarité, il y a 3 ans. Première action, on a créé un poste de quelqu'un qui est un référent rue. Référent rue, c'est-à-dire qu'il s'occupe des personnes en situation de rue au sens large du terme, et qui donc fait un suivi social tout au long de l'année de ces personnes. Donc déjà, c'est une première action. Et puis là, dans le cadre de la nuit, on a trouvé ces 8 personnes. On a noté un certain nombre de choses sur eux. Et le lendemain, on est retourné les voir pour faire ce suivi social, leur demander s'il y a des problèmes de santé, enfin voilà, les orienter vers un certain nombre de structures. Donc, à une échelle comme Alfortville, avec un petit nombre, on arrive derrière à faire un suivi individuel. Simple, évidemment. C'est plus simple, sachant que le suivi social des personnes en situation de rue est très, très, très compliqué. C'est-à-dire qu'ils sont très, très loin de... il suffit d'avoir un logement et tout va bien. Il y a beaucoup de problématiques en général, donc le suivi est très compliqué. Mais donc, on arrive à faire ce suivi. Après, quand à Paris, on a 3500 personnes, évidemment, ils ont plus de difficultés à faire ce suivi individuel. Mais pour nous, en tout cas, Alfortville, c'est très important ce point-là, de faire cette nuit, de faire cette action, recenser, mais derrière, agir individuellement pour chacun. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas des numéros, c'est pas le SDF 1, 2, 3, 4, 5, c'est Michel, c'est Gérard, c'est Ahmed, etc. Donc, voilà, donc ça sert directement à ça. Oui. Et justement, Jessie Claude, là, quand on regarde les chiffres, donc on voit la pyramide des âges déjà. On voit il y a 7% de 18 à 25 ans, 80% de 25 à 54 ans et 12% de 55 ans ou plus. Beaucoup de personnes qui ont quand même un certain âge, des jeunes aussi, jeunes précaires. Est-ce que, en termes d'évolution, est-ce que vous avez vu une évolution dans les âges? Et puis on voit aussi, je vous fais réagir sur le pourcentage d'hommes, 12% de femmes et 88% d'hommes. Complètement. Alors c'est vrai qu'on se rend compte que les personnes qui aujourd'hui seraient les chiffres les plus imposants en termes d'âge sont celles qui rencontrent les parcours, elles le sont à des moments de la vie où c'est des fois le plus décisif. C'est-à-dire qu'on peut avoir fini une carrière de travail dans laquelle on pouvait être accompli, et puis employabilité des seniors assez restreinte, perte d'un emploi. Puis après, derrière, c'est la dégringolade, en fait. C'est-à-dire qu'on a un plan social, on a aujourd'hui un décalage peut-être des fois de compétences, une difficulté générationnelle en entreprise. On se retrouve des fois à être remercié à un certain âge uniquement parce que y a ces problématiques d'agisme dans le monde du travail. Et du coup, une fois qu'on sort du monde du travail, qu'on rentre, comme vous disiez juste avant, dans le sans-abrisme, comment on en revient lorsque le travail a été la raison pour laquelle on a vécu cette exclusion sociale? Oui, tout à fait. Donc, ce qui explique pourquoi le pourcentage de personnes de 55 ans et plus est relativement élevé. Exactement. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que l'étude montre aussi des dysfonctionnements peut-être dans nos prises en charge. Quand on voit par exemple que 67% des personnes interrogées ne bénéficient pas d'un accompagnement social et 18% ont une demande de logement social en cours.
Donc Étienne Filleul, je vous fais réagir sur Oui, sur c'est ces données. exactement ça. Alors, je disais que la difficulté du suivi social des personnes à la rue, c'est-à-dire plus ils sont à la rue longtemps, plus c'est compliqué de les Oui, ramener bien dans le sûr. circuit, entre guillemets, et donc c'est une relation avec eux et de les amener, alors évidemment, vers le logement, vers l'emploi, j'en parle pas, et même vers les soins. Enfin, c'est toujours c'est très compliqué. Et plus, voilà, c'est vraiment le temps à la rue. Plus on passe du temps à la rue, plus on est loin de la société, finalement. Et je pourrais vous donner des cas de gens chez moi qui étaient à la rue et qui, quand on leur a trouvé des hébergements, alors précaires, Oui. les refusaient. C'est-à-dire leur vie, c'était devenu la rue. Au bout d'un certain de tellement d'années de rue, c'est chez eux. Et en fait, ils supportent plus, voilà, ils sont complètement hors circuit. Donc c'est toujours très compliqué. Je voudrais juste réagir aux chiffres que vous avez donnés à l'instant sur le Oui. nombre de femmes. Oui. Parce que ma collègue Léa Filoche, que je recite une deuxième fois, je fais du name dropping, ils avaient été surpris à Paris du nombre de femmes, on trouvait 12-14% selon les années. Ils pensaient que c'était moins. Et du coup, ils ont adapté les dispositifs spécifiques des femmes, parce qu'on en parlera peut-être après, mais Oui. les femmes à la rue, c'est un vrai sujet. C'est un Tout à vrai fait. sujet, évidemment, de sécurité, etc. Et d'ailleurs, ce chiffre est très certainement sous-évalué, parce que les femmes ont un certain génie pour se cacher à la rue, du fait de ces difficultés sécuritaires, etc. Oui. Effectivement. Elles sont encore plus cachées que les hommes, mais donc il est probable qu'il y ait plus que 12 ou 14% de femmes à la rue. Mais donc voilà, à quoi ça servait, vous demandiez tout à l'heure. À Paris, ça leur a servi pour les bains-douches, pour ce genre de dispositifs spécifiques, voilà, d'augmenter leur dispositif pour les femmes. Oui, tout à fait, oui, parce que la ville de Paris, donc on le sait, comme vous le disiez à l'instant, a mis des actions concrètes en place sur le terrain. Elle a fait des haltes de nuit pour les femmes. Voilà, pour un peu les protéger, les mettre à l'abri. Elle a fait un accueil de jour pour les familles, pour les jeunes. Il y a une équipe du SAMU social qui a été créée, qui est dédiée aux seniors également. Il y a des restaurants solidaires qui ont été créés en plus grand nombre, parce qu'il y a effectivement il y a l'hébergement, mais il y a également l'alimentation. Donc, moi, je voulais savoir justement quelles sont dans les villes participantes, quelles sont les actions qui ont pu être mises en œuvre. Et puis, on parlera évidemment de la région, parce que la région, voilà, intervient aussi beaucoup pour aider les personnes sans abri. Donc, je vais juste demander à Étienne Filleul, voilà, quelles sont les actions que vous avez pu voir hors Paris, justement, qui ont été mises en œuvre. Si je fais le lien avec ce qu'on disait juste avant sur les femmes, il se trouve que j'étais en fin de semaine dernière à Strasbourg avec mes alter ego dans le cadre de l'UNCAS, Oui. les alter ego de Strasbourg, de Bordeaux, de Lyon, etc., de Marseille et de Rennes. Et ma collègue de Marseille disait que, je reviens aux femmes à la rue, faire des bains-douches, par exemple, spécifiques pour les femmes, Oui. ça suffit pas. Parce que les femmes, ils en ont fait un et ne venaient pas. J'ai demandé pourquoi. Et en fait, les femmes en question ne venaient pas parce qu'elles se faisaient repérer, entre guillemets. Même si c'était un lieu dédié aux femmes, Oui. les hommes, entre guillemets, voyaient qu'elles pouvaient sortir des bains-douches, donc savaient que c'était des femmes à la rue, pouvaient les suivre, et pour dire les choses très directement, et les dépouiller au coin d'une rue. Donc c'est pas seulement séparer les hommes des femmes pour des raisons de genre, etc. Bien sûr. C'est aussi Une ce genre approche de sécuritaire. problématique. Donc Marseille réfléchit à d'autres choses pour que ça se passe pas comme ça. C'est pour dire que quand on dit on a des chiffres, on a un recensement, on a des données qualitatives entre guillemets sur le sans-abrisme, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être au plus près de la réalité des choses pour adapter les dispositifs. Et peut-être que ce qui est vrai à Marseille n'est pas vrai à Rennes, et peut-être que ce qui est vrai à Paris n'est pas vrai à Alfortville ou à Fresnes, etc. Donc voilà, on ne peut pas avoir une réponse unique. Oui, sur cette c'est chose-là. pour ça qu'il est vraiment- plus difficile c'est de la dentelle, c'est coordonner. vraiment de la Voilà, dentelle. il faut vraiment que ce soit chaque commune qui mette en place sa propre Absolument. politique. On ne peut pas coordonner une politique Non. nationale. Non, alors il y a des grands fondamentaux évidemment, Bien mais sûr. il faut vraiment que chacun s'empare de la chose. Voilà. La solidarité, c'est un dispositif global, mais derrière, chacun doit faire ce qu'il a à faire en fonction du territoire qu'il connaît le mieux. Oui, tout à fait. Alors, par contre, quelqu'un qui connaît bien son territoire, c'est notre chère Jessie. Et donc, elle va nous parler des actions de la région Île-de-France, parce que la région Île-de-France se mobilise en faveur des personnes sans abri. Exactement. Vous disiez juste avant qu'il y a ce besoin en fait auquel il faut répondre, qui est d'adapter aussi la problématique au territoire. Et ce qui est intéressant dans cette nuit de la solidarité, c'est le fait que, comme on arrive, on le disait juste avant, à découper un petit peu les secteurs dans lesquels sont effectués ces recensements, le métro étant apparu comme un des lieux phares sur lesquels il y a des actions à mener, et c'est là que la région Île-de-France a mis en place Maison Région Solidaire. Voilà.
Que vous évoquiez tout à l'heure et je veux qu'on en parle plus longuement. Exactement, parce qu'en fait, c'est un dispositif qui est vraiment et directement Voilà, on le destiné voit, aux d'ailleurs. personnes, exactement, aux personnes aujourd'hui sans abri, orientées par le recueil social de la RATP. Mhm. Donc du coup, c'est vraiment... Alors, ils estiment qu'il y a entre 200 et 250 personnes. Enfin, Exactement, j'ai vu on pourrait dire entre 200 et 350, tout dépend, parce que c'est vrai que les recensements, aujourd'hui, des fois, peuvent donner des certaines variations. Mais l'idée, c'est de dire comment on peut, avec la RATP avec qui nous travaillons, proposer des solutions au-delà de nos compétences transport, comment allier les deux. Et le vrai sujet, l'objectif de cette action, c'est quoi? C'est de resocialiser. Oui. C'est de aujourd'hui, je dirais, réintégrer ces personnes-là qui, dans l'espace public, n'ont pas les lieux qui permettraient à ce qu'elles puissent vivre dignement. Donc, c'est vraiment de l'insertion sociale par le logement. Oui, donc il y a effectivement la partie hébergement, mais il y a la partie, donc comme vous dites, insertion. On avait une petite photo déjà, je crois, Eric, c'est une chambre. Il y a 3 maisons qui existent à l'heure actuelle. Exactement, parce que... Là, c'est à Clichy, je crois. Exactement, parce que lorsqu'on dit que, tout à l'heure vous l'évoquiez, la réelle problématique c'est quoi? C'est lorsque la solution d'urgence devient le quotidien. Oui. C'est ça la réelle problématique, c'est comment éviter cette thrombose de dispositifs qui du coup ne permettent plus aux nouvelles personnes dans la précarité d'accéder à tout ce qui est mis en place. Et alors, je présente brièvement les maisons Région Solidaire, il y en a 3 en France. Il y en a une à Clichy-la-Garenne qui du coup a 190 places. Il y en a une à Issy-les-Moulineaux qui a 45 places, si je ne me trompe pas. 25 places, hommes et femmes. Et la plus intéressante, entre guillemets, que je dirais qui répond à la problématique que nous évoquions juste avant, vous disiez à juste titre qu'il y aurait que 12% des personnes sans abri seraient des femmes. Et du coup, ça pose vraiment cette question de la sécurité. Beaucoup de femmes aujourd'hui disent ne pas vouloir se rendre dans certains espaces parce qu'elles sont les victimes de potentielles agressions et puis elles sont pas en situation aujourd'hui où elles n'arrivent pas à avoir un sentiment de sécurité même dans ces espaces-là alors qu'elles sont déjà précarisées. Et du coup, la présidente de région Valérie Pécresse a commandé un rapport à Elina Dumont qui est une ancienne femme SDF qui est maintenant journaliste. Et dans ce rapport... Oui, on va voir une photo, Eric, je crois, vous nous avez fait parvenir. Voilà, c'est cela. Exactement, voilà. C'est le rapport qui a été commandé et qui a permis de mettre en avant des mesures phares et des réponses adéquates, dont la principale d'entre elles était cette maison des femmes. Et du coup, la 3e maison Région Solidaire est une maison dédiée uniquement aux femmes sans abri. Oui. Et elle a 95 places à disposition, dont 26 pour les enfants. Donc la région à cet égard a concrètement répondu aux problématiques de logement pour les personnes aujourd'hui sans abri dans le métro et 2 est allé plus loin en faisant un espace dédié directement aux femmes. Et ça s'est fait en partenariat avec la ville de Paris, bien évidemment? Alors ça s'est fait en partenariat avec la DRIL, la Direction régionale interdépartementale de l'habitat et du logement. Ça s'est fait en partenariat bien évidemment avec la RATP et du coup là on a ouvert cet appel à projet parce que c'est vrai que ce dispositif-là existe depuis novembre 2019 et on a ouvert un appel à projet de manière à ce que d'autres structures qui pourraient venir étayer je dirais les rangs de ce partenariat et permettre à ce qu'il y ait toujours plus de places disponibles pour les personnes qui en auraient besoin. Oui, ça c'était un appel à projet donc en 2024. Exactement. Et on sait à peu près quelle sera la date prévisionnelle d'ouverture de nouvelles maisons ou c'est encore en examen? C'est encore en examen pour l'heure actuelle parce que c'est vrai que là, la dernière du coup, celle en date de 2020 a ouvert, celle des femmes du coup en 2020. Oui. Donc du coup, la dernière en date va nous permettre de pouvoir mener les évaluations pour voir comment aller plus loin et comment faire une montée en charge. Mais c'est les vrais investissements aujourd'hui. C'est le partenariat pour financer tous ces lieux-là. Donc, c'est une montée en charge et du coup, on espère pouvoir toujours offrir plus de places disponibles. Oui, totalement. Et justement, qu'advient-il de ces personnes puisque là, Étienne Filleul le disait tout à l'heure, les personnes peuvent rester un long moment dans certains hébergements qui sont initialement destinés comme étant temporaires. Qu'est-ce qu'il advient des personnes qui sont dans ces maisons ? Le vrai sujet de l'accompagnement social d'un point de vue global, qui n'est pas uniquement pour le logement, mais qui peut s'appliquer également à l'emploi ou à d'autres thématiques,
c'est quels sont les outils qu'on met à disposition pour que la personne puisse re-rentrer avec un espèce de pack administratif complet. Moi, pour avoir déjà accompagné des personnes dans des recherches d'aide à l'emploi, je sais que des fois, lorsque vous envoyez une personne dans un entretien, si la personne n'a pas imprimé son CV, ça peut ne pas le faire. Il y a des personnes qui, des fois, pourraient accéder à l'emploi, mais n'ont pas des cartes d'identité valables parce que, il faut payer... le timbre fiscal. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on ne se rend pas compte, mais qui peuvent être des freins pour certaines personnes. Et du coup, il y a dans le maillage partenarial qui est mis en place, des associations, notamment l'association Aurore, qui agit énormément sur ces sujets-là, qui fournit un accompagnement social, qui fournit de la domiciliation administrative, de manière à pouvoir enclencher tout un tas de démarches, ne serait-ce que de savoir où est-ce que vous allez dormir, ça peut vous aider à passer un entretien le lendemain. Bien sûr. Ne serait-ce que ça. Donc, je pense qu'en enlevant déjà cette problématique, cette épine, ça crée la dynamique pour vraiment, comme je disais, cette insertion sociale par le logement. Oui, totalement. Et c'est une très, très belle initiative. Et c'est pour ça qu'il est important que vous nous la présentiez et puis qu'on la médiatise davantage parce qu'effectivement, je pense que ça n'est pas forcément très, très connu, très médiatisé aujourd'hui. Complètement. C'est vrai qu'en général, je dirais, tire la sonnette d'alarme que lorsque ça ne va pas. Alors, dès qu'il y a des problèmes dans les transports, voilà, on se radia à la région, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres actions qui sont mises en place qui ne sont pas assez valorisées. C'est du coup aussi l'un des objectifs de ma présence aussi ici, c'est que sur cette thématique de la nuit de la solidarité qu'on a évoquée, c'est de ne pas faire de défaitisme, c'est de ne pas faire de fatalisme, et de dire qu'il y a des problématiques, nous sommes conscients qu'il existe des problématiques, néanmoins, voilà le travail que nous menons en face de manière à répondre à ces problématiques et d'apporter des solutions concrètes sur ces dernières. Bien sûr, je vous en prie. En l'espèce, la région Île-de-France, puisqu'on parle de ça, fait le travail de l'État quand il fait ça. Parce que l'hébergement d'urgence, c'est la compétence exclusive de l'État. Complètement. Donc en l'espèce, la région d'Île-de-France fait ça. Il faut savoir que les villes, enfin beaucoup de villes, toutes les grandes villes et beaucoup de villes moyennes, font ça aussi, alors pas sous la même forme, etc. Bien sûr, mais font de l'hébergement d'urgence en lieu et place de l'État. Donc quand on disait il manque 10 000 places d'hébergement d'urgence tout à l'heure et il faudrait que l'État les crée, oui, mais 10 000, c'est encore pas assez parce qu'il y a tout ce que Paris, Bordeaux, la région Île-de-France, Alfortville et d'autres, enfin peu importe, font. Donc c'est pour dire que le problème est très criant et que l'État ne prend pas sa part. Il faut dire les choses comme elles sont. L'État ne prend pas. Démissionnaire, je n'irai pas jusque-là, même si j'ai bien envie d'être polémique, mais pas démissionnaire parce qu'ils font des choses. Il y a quand même 200 000 places d'hébergement d'urgence, ils mettent en place le 115, etc. Enfin, voilà. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense que la vraie problématique, c'est pas de dire que l'État ne prend pas sa part, c'est qu'on a aujourd'hui une problématique politique en France, c'est qu'il y a des sujets qui sembleraient être plus prioritaires que d'autres, et du coup, le sujet des sans-abri, si ce n'est que par les actions sociales, politiquement parlant, il est très peu porté. Totalement. Donc c'est pour dire déjà peu médiatisé et peu porté. Et c'est l'objet de la nuit de la solidarité, justement, entre autres, de médiatiser le sujet du sans-abri, c'est aussi de médiatiser ça auprès du grand public, des pouvoirs publics bien sûr, mais aussi surtout du grand public. Vous avez raison, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, on parlait donc des actions de la région Île-de-France. Autre action de la région Île-de-France, c'est le plan Grand Froid 2025, donc qui a vocation à soutenir 20 projets au service des populations les plus vulnérables. Donc là, je pense que vous pouvez également nous en parler. Alors, 20 projets, c'est vrai que c'est juste à l'échelle de cette année, mais le plan Grand Froid, c'est 2,4 millions d'euros depuis 2017. Oui. Du coup, qui sont répartis par le financement de 72 projets associatifs. Et comme vous disiez juste avant, il y a des compétences qui ne sont pas celles de la région, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas les compétences de la région que la région ne peut pas ne pas agir dessus. Et du coup, l'idée a été de pouvoir, de par l'attribution de subventions, identifier les associations qui, elles, font un travail actif dessus en permettant le financement tant sur le fonctionnement que sur l'investissement. Oui. Donc, on a beaucoup d'associations aujourd'hui qu'on finance qui font des maraudes, qui font des distributions de colis alimentaires. Enfin, il y a vraiment un champ assez large. Je pense aux Petits Frères des Pauvres, au Secours catholique. Oui. Mais on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus avant parce qu'on va refaire un petit détour par Alfortville où on va parler au hasard, où on va parler des associations et justement on parlera et pour vous dire, pour ce plan Grand Froid, du coup, là, pour la CP du 31 janvier 2024, c'était 1,14 million d'euros qui avaient été votés
pour le plan grand froid. Donc, pour vous dire que c'est vraiment des sujets sur lesquels on essaie d'être très actifs. Oui, et d'apporter le financement. Parce Complètement. que c'est ça. Et donc, c'est ça l'importance de la région Île-de-France, parce que vous apportez un financement essentiel pour faire face à cette situation. Alors, justement, on parlait d'Alfortville, donc on va y retourner dans quelques instants en images. Il faut savoir qu'à Alfortville, donc, il y a eu la nuit de la solidarité, on en parlait à l'instant, et puis en parallèle à la nuit de la solidarité, c'est la semaine de la solidarité qui a été organisée, et donc où les associations ont joué un rôle important. Et puis là aussi, on a créé du lien à Alfortville et on y va tout de suite en images. De beaux sourires sur ces images, cher Étienne Filleul. Donc, j'aimerais... Vous nous les commentiez hors écran. Et voilà, j'aimerais que vous nous les commentiez pour nos spectateurs. Toutes ces actions qui ont été mises en œuvre. Et oui, je l'ai commenté parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre à Alfortville. Alors, exactement. Il fallait que je fasse la visite guidée. Oui, notre idée, depuis l'année dernière, c'est la deuxième fois cette année, notre idée, c'était justement, l'idée générale, encore une fois, de la nuit de la solidarité, c'est de faire ce qu'on a dit qu'on faisait, le comptage, le recensement, mais c'est aussi de créer du lien. Oui. Et aussi de créer du lien entre les associations. Moi, je suis élu depuis 2020 à Alfortville, et une des premières choses qui m'est venue en tête quand j'ai été élu, c'est de créer ce lien entre les associations elles-mêmes et les institutionnels, j'allais dire, que sont le département et le CCAS, oui. De l'action sociale. Donc, je voulais créer ce lien. Donc, la première chose, c'est que tout au long de l'année, on se rencontre. On fait des actions ensemble, etc. Donc, ça, c'est pas, on n'attend pas la nuit de la solidarité, on le fait. Mais quand même, la nuit de la solidarité est un point très central dans cette mise en commun. Et donc, depuis l'année dernière, pour la deuxième fois cette année, j'ai voulu qu'on fasse une semaine de la solidarité. Autour de la nuit, on fait une semaine. Et donc, chaque association, qui le veut évidemment, qui sont très diverses, voilà, on voit, fait des actions. Ça peut être des journées portes ouvertes, ça peut être un repas solidaire, ça peut être chacun fait des actions qu'il a envie de faire. Et puis on finit par un concert festif, parce que la solidarité, c'est pas que l'idée de devenir dépressif autour du sans-abrisme, de la précarité, etc. C'est aussi être ensemble, être heureux d'être ensemble, de le faire. Et donc on finit par un concert festif. Et voilà. Donc c'est encore une fois l'idée. C'est le lien, c'est vraiment de faire du lien avec les personnes sans abri, bien sûr, quand on les rencontre, ou oui. Les personnes en précarité d'une façon générale, mais aussi du lien entre les associations et surtout créer ce lien entre les institutionnels et les associations, parce que ce lien, il n'est pas naturel. En réalité, il n'est pas naturel. Alors, le financement est un lien naturel, mais c'est un peu froid. Mais le lien de travail ensemble, ça se cultive. Et donc, voilà, le maire, Luc Carbonas, on a voulu faire ça et c'est un beau succès. Et évidemment, quand je dis ça, évidemment, en incluant les habitants. C'est pas que les associations et nous, c'est aussi tous les habitants, d'où le concert pour ramener tout le monde et mettre en avant la solidarité. Oui, ça met en avant la solidarité, ça crée des émules.
certainement, Clairement. pour s'engager dans les associations. Clairement. D'ailleurs, dans cette semaine-là, les Restos du Cœur avaient fait une journée porte ouverte en disant ceux qui veulent venir viennent. Et Oui. il se trouve que je suis allé les visiter voilà, ce jour-là. Et il se trouve qu'il y a 2 personnes qui sont venues en disant moi, j'avais pas réfléchi, mais finalement, vous avez raison, je voudrais bien être bénévole. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont vraiment bénévoles au Restos du Cœur. Et puis pendant la nuit, il y a eu même dans une des équipes qui maraudait, dans la nuit de la solidarité, des gens qui étaient venus juste pour cette nuit-là et qui se sont retrouvés embringués, je plaisante en disant ça, mais dans une association parce qu'ils ont fait la maraude avec eux et ils ont trouvé le concept très bien et ils sont aujourd'hui encore bénévoles un an plus tard. Donc ça crée des émules, clairement. Oui, Et c'est le but. effectivement. Et oui, totalement. Et puis donc, ça favorise ces passerelles avec les associations, comme vous le disiez. Et puis, c'est vrai que Alfortville, c'est une ville qui est réputée pour sa solidarité. Je crois que c'est le premier mot qui vient à l'esprit des habitants de la ville. C'est la solidarité. On a fait une consultation des Alfortvillais en leur posant un certain nombre de questions sur leur cadre de vie. Alors, première chose, globalement, ils sont contents de vivre à Alfortville. Je n'ai plus les chiffres, mais ça doit être 90%. Donc, c'est un satisfait. Mais effectivement, quand on leur demande le mot qui caractérise la ville ou les actions qu'ils veulent, il y a santé et solidarité qui viennent en tête, mais vraiment en tête. Et pour le coup, c'est pas un slogan municipal qui vient de dire ça. Ça pourrait être un slogan, mais c'est les Alfortvillais eux-mêmes qui le disent. Et c'est sans doute lié, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la ville, mais c'est sans doute très lié à son histoire et à sa construction. Parce qu'on a une ville assez jeune qui a été créée de toutes pièces, entre guillemets, il y a 140 ans. Cette année, c'est un anniversaire. Et donc c'est aussi lié à l'histoire de la ville certainement, et ça perdure, même si la ville a beaucoup évolué, c'est clairement la chose perdure. Donc oui, il y a un vrai ADN solidaire et c'est pas que un slogan d'élu. Oui, totalement. Et puis alors la solidarité, donc on peut se porter bénévole via les associations, et puis je voulais juste que vous nous fassiez un petit point aussi, parce qu'on peut se porter bénévole via l'heure civique, parce que vous allez lancer prochainement l'heure civique. Les personnes qui suivent l'émission connaissent bien, puisqu'on a reçu Athanas Périfan dans Place des Enjeux il y a quelques mois de cela, qui nous a présenté l'heure civique, et donc vous allez la lancer à Alfortville. Ça, c'est important aussi. C'est vrai, un jour Athanas, il est rentré dans mon bureau avec sa fougue et sa verve. On lui connaît, oui. Que vous lui connaissez, et il m'a présenté son projet, et en fait ça rejoignait exactement ce que je voulais faire depuis que moi j'étais élu, donc en 2020. À savoir donc susciter la solidarité, je ne vais pas le répéter 50 fois, mais si, je vais le répéter 50 fois. Oui. Et donc je le dis à tout le monde, soyez solidaires, qui était justement le constat que l'engagement, le bénévolat évolue. Le temps où les gens allaient au Resto du Cœur, au Secours catholique, ils passaient beaucoup d'heures parce qu'ils étaient à la retraite, etc. Ils y passaient beaucoup de temps. Je ne dis pas qu'il est révolu, ce temps-là, il existe toujours, et ces associations vivent grâce à ça. Mais je me suis rendu compte, notamment avec les jeunes, que cet engagement n'est pas possible pour des questions de temps, etc. Et puis parce que le monde évolue. Et qu'en revanche, ils peuvent pouvoir donner 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour des actions. Et je ne voulais pas qu'on passe à côté de ça. Donc depuis 2020, c'est ce que je voulais faire. Et c'est là qu'Athanas rentre dans mon bureut et me dit c'est exactement ce que je suis en train de faire, avec l'heure civique. Donc. Et donc, je vous la fais courte, mais voilà, on a signé notre partenariat ensemble et on va le lancer dans les toutes prochaines semaines. Oui. Et on va mettre ça en place à Alfortville, ce qui permettra à chacun de faire une action, des actions très simples. C'est aller aider une vieille personne à faire ses courses, c'est conduire quelqu'un parce qu'il a la jambe cassée, il ne peut plus conduire, donc on va amener ses enfants à l'école. Enfin, des choses du quotidien très simples. Ce bénévolat du quotidien et individuel. Donc on va lancer ça et je suis sûr que ce sera une grande réussite. Oui, ça c'est certain. À Alfortville et puis dans d'autres communes qui vont le lancer. Alors juste qu'il faut rappeler, effectivement, c'est une grande souplesse. On peut donner 1 heure de son temps si on peut. Si un mois on n'a pas la possibilité de donner 7 heures, c'est pas grave, on la donnera le mois d'après. Si on veut donner plus qu'1 heure, on le peut également. Et puis c'est la mairie qui coordonne toute la liste des actions que vous pouvez faire. Et c'est une sécurité en même temps. Exactement, pour les personnes qui sont demandeuses, évidemment, on ne peut pas envoyer n'importe qui chez n'importe qui. Donc, effectivement, tout ça est cadré par le CCS en général, mais peu importe la ville en tout cas. Donc, il y a une sécurité de ce côté-là. Ouais. Voilà, et on s'inscrit auprès de la mairie. Tout à fait. Voilà, ça c'est important. Donc, bravo pour cette nouvelle initiative à Alfortville. Et puis là, on va repartir à la région Île-de-France avec vous, Jessie Claude. On parlait justement des associations et donc au sein de la région, vous appuyez justement sur un
très fort partenariat avec toutes les associations. Moi, j'aimerais qu'on parle de certaines d'entre elles. Il y a les Petits Frères des Pauvres qui ont un rôle très important, tout d'abord. Complètement. Il y a la Croix-Rouge, il y a les Restos du Cœur, il y a l'association La Chorba qui distribue des soupes, il y a la Belle Gamelle. Au-delà de ça, il y a vraiment toutes ces associations avec lesquelles on mène ces actions. Et puis, on a un gros partenariat depuis 2016 avec le Secours populaire, Oui. qui du coup nous a amené à attribuer depuis 2016 730 000 euros au Secours populaire. Et du coup, c'est pour nous aussi une façon de pérenniser notre action sociale. C'est une façon pour nous de pérenniser ces actions-là de solidarité à travers ces structures-là, comme vous disiez juste avant, ce qui n'est pas de notre compétence, mais c'est pas parce que ce n'est pas de notre compétence que les moyens qu'on pourrait allouer ne doivent pas l'être. Et du coup, c'est vrai qu'on a depuis 2015-2016 vraiment essayé de faire une certaine montée en charge sur l'investissement l'attribution de subventions envers ces associations-là, mais surtout la priorité pour nous, ça a été de, malgré en fait ces besoins d'économie qui pèsent sur les collectivités, de maintenir depuis notre arrivée le même niveau de subvention pour ces structures-là, parce qu'elles ne désemplissent pas les personnes qui aujourd'hui composent les bénéficiaires. On disait juste avant, le chiffre des personnes qui étaient recensées par la Nuit de la Solidarité ne font qu'augmenter. Du coup, on ne pouvait pas, nous, en face, ne pas répondre à nos enjeux, à nos obligations, surtout aux engagements pris en face de ces associations qu'on soutient depuis déjà de nombreuses années. Oui, et c'est vrai que le tissu associatif est est totalement essentiel et extrêmement important au niveau de la région. Donc, effectivement, vous avez parlé des Petits Frères des Pauvres qui s'occupent beaucoup des seniors précaires. Complètement. Ça, il faut le souligner. Il y a la Banque alimentaire de Paris aussi, justement parce qu'il y a les distributions alimentaires et donc ils ont vraiment un rôle important. Et eux, ils coordonnent justement, ils font des distributions alimentaires auprès de 400 associations. Ça, c'est vraiment un point important. Il y a les bureaux cœur également. J'ai vu les bureaux cœur. Alors, ils financent un hébergement temporaire à des personnes qui sont en grande précarité dans des espaces de bureaux. Exactement. Ça, c'est vraiment comment utiliser les bureaux inoccupés. Il y en a en région parisienne et ça, c'est vraiment important. Parce qu'on a parlé, bien sûr, pendant la nuit de la solidarité des personnes sans abri, mais ce que je voulais dire aussi, et je voulais vous faire réagir tous les deux, c'est quand on parle des personnes en situation de précarité, il y a d'autres personnes qui sont en situation de précarité. Il n'y a pas que les personnes sans abri. On le voit au niveau des étudiants. Les étudiants qui sont en situation de précarité, voilà, c'est un souci majeur aujourd'hui. Et puis, il y a les personnes âgées. Donc, je voulais, Étienne Filleul, déjà vous faire réagir sur ce point. Oui, absolument. Sur la question des associations, parce que comme on est dans le Val-de-Marne, il faut qu'on en parle quand même. Oui. Il faut dire quand même que le département du Val-de-Marne, vous parliez du secours populaire, que le département du Val-de-Marne vient de décider de baisser drastiquement, même de façon énorme, les subventions à un certain nombre d'associations, dont le secours populaire, dont les épiceries solidaires, et qu'il y a dans les villes, j'imagine que c'est le cas à Fresnes, en tout cas c'est le cas partout, et à Alfortville, c'est très clair, on a les chiffres, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que justement ce tissu associatif, vous avez raison de dire que c'était absolument fondamental pour le lien social dans le pays, pas seulement, c'est pas juste les gens solidaires qui ont envie d'être solidaires, c'est pour le lien social. Et il faut dire les choses, le département, alors sous couvert de raisons budgétaires bien sûr, fait réaliser cette baisse auprès des associations. Et franchement, c'est très inquiétant parce que les villes elles-mêmes sont en difficulté financière, ne vont pas compenser ce que le département ne donne plus. La région ne veut pas non plus compenser. Enfin bref, tout le monde ne va pas se mettre à compenser tout le monde. Ça va être compliqué. Donc, il y a une grosse inquiétude sur les questions des associations. Dans le Val-de-Marne, mais aussi dans d'autres départements. Oui, mais chez nous, c'est quand même très oui. fort et les annonces ont été très fortes. Puis, si je puis me permettre, la région Île-de-France a baissé les subventions aux missions locales. Je trouve que je suis vice-président, on ne l'avait pas dit, mais je suis aussi vice-président des missions locales, d'un groupement de missions locales chez moi, et que même si ce n'est pas la région qui finançait le plus les missions locales, c'est un petit peu inquiétant aussi. Bref, on est dans un contexte comme ça qui est assez compliqué. Ce qui est assez particulier pour le sujet des missions locales, c'est qu'en fait, il y a eu une baisse, mais pas qui a été due à une baisse drastique, bête et méchante, c'est-à-dire que ça a été un inversement du modèle de financement, en disant il y a une partie qui va sur le nombre de jeunes envoyés en emploi et vers les dispositifs, et une partie qui est au fonctionnement. Et du coup, quand le ratio a été investi, on se rend compte bien évidemment que oui, il amène une baisse, mais il a été pour la région le moment d'apporter quand même aussi un positionnement qui est... il y a des financements attribués pour de l'orientation et de l'accompagnement vers
l'emploi vers l'insertion sociale professionnelle ou également par la reprise d'études. Quels sont les résultats aujourd'hui qui peuvent être apportés par les missions locales auprès de financeurs qu'est le conseil régional? Donc c'est assez embêtant, je peux l'entendre, néanmoins la région met quand même tout un tas de dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment franciliens. Donc si le bénéficiaire in fine est le jeune en recherche d'emploi et d'insertion et que la seule chose que la région aujourd'hui propose conjointement aux missions locales, c'est des solutions et des sorties positives, je pense que les bénéficiaires ne sont, eux, pas lésés dans cette problématique-là. Et ce qu'il faut aussi regarder, c'est que si la mission locale rentre dans les objectifs qui sont les siens pour pouvoir maintenir à l'équilibre ses financements, je pense que pour moi, c'est vraiment une solution. Enfin, c'est pas tant que c'est une solution, mais je dirais une péréquation économique, mais pas vraiment. Mais c'est pour nous aussi le besoin de voir ce qui est fait avec les financements régionaux. On en reparlera. Alors. Bien sûr, avec plaisir. Et pour répondre à votre question sur la précarité des étudiants, effectivement, oui. c'est un vrai sujet. On a eu beaucoup de reportages qui ont été médiatisés sur ce sujet, sur les longues files d'attente des étudiants dans les distributions alimentaires. Chez nous, la Croix-Rouge fait beaucoup de choses à Créteil, notamment pour le Val-de-Marne, mais je suis sûr ailleurs. C'est un vrai sujet. Il y a des chiffres assez effrayants du nombre de repas sautés par les étudiants, par une majorité d'étudiants, pour des raisons financières, pas parce qu'ils ont eu la gueule du bois de la veille, des vraies questions financières. Alors, pendant le Covid, on avait ce repas à 1 euro, mais qui a maintenant été supprimé pour les non-boursiers, mais ça pose des problèmes. Enfin, on comprend pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été supprimé, mais le résultat, c'est que les files d'attente de distribution alimentaire s'allongent. Et puis on parle de l'alimentaire, mais l'accès aux soins chez les étudiants, c'est assez effrayant. Il y a 40% des étudiants qui disent ne pas se soigner faute de moyens. Enfin, la précarité, c'est pas seulement je mange pas ou j'ai un problème de logement, c'est beaucoup de choses. Donc voilà, et puis chez les étudiants, il y a aussi une détresse psychologique. Oui. Il y a des dispositifs pour le coup que l'État a lancé il y a quelques années pour l'accès aux psychologues par les jeunes. Il n'empêche qu'il y a une grosse détresse. Enfin, vraiment, la question de la précarité globale des étudiants est effectivement très, très inquiétante. Ouais. Oui, et même chose pour les personnes âgées également, où on voit une précarité des personnes qui ont, là encore, qui aujourd'hui franchissent le pas d'aller au Resto du Cœur, qui ont recours justement pour s'alimenter tout simplement. Totalement. Alors quand on est dans une ville et dans un CCS comme le mien que je vice-préside, pour le coup, les personnes âgées ont plus l'habitude d'aller frapper à la porte du CCS, par exemple, donc on les voit plus. En revanche, les étudiants n'ont pas cette culture, entre guillemets, et on voit très peu d'étudiants ou de jeunes, étudiants ou pas, mais de jeunes dans les centres communaux d'action sociale, et c'est un vrai sujet pour nous. Donc c'est une vraie réflexion qu'on a, chez nous, à Alfortville en tout cas, comment aller... les verts, on dit, mais comment aller chercher, entre guillemets, les jeunes qui en ont besoin, mais qui ne frappent pas forcément à la porte. Sur les seniors, alors le taux de pauvreté des seniors est inférieur à la moyenne en France. En gros, les vieux sont moins pauvres que la moyenne, mais tout ça, c'est des chiffres, c'est des moyennes. Et ce chiffre de la pauvreté chez les seniors augmente. C'est-à-dire qu'elle est moindre que la moyenne nationale, mais elle augmente. Oui. Donc, c'est qu'on a un vrai sujet. Et donc, effectivement, on les voit. Alors, on parlait des préférés des pauvres, les restos du cœur, dans les CCS, etc. Et c'est une vraie question, mais qui est encore une fois dans les villes qui est plus simple à traiter parce qu'on a des fichiers canicules, on a des fichiers de personnes fragiles, ça veut pas dire qu'on attrape tout le monde, loin de là. On peut recenser plus aisément. Voilà, c'est plus facile que les jeunes qui vraiment échappent à beaucoup de dispositifs et qui sont très quand ils sont en précarité et en détresse psychologique dans leurs études, ils se renferment en général beaucoup plus sur eux-mêmes, curieusement, que les personnes âgées. Donc c'est un vrai sujet, les personnes âgées, je dis pas que ça n'en est pas un, bien sûr. Il est très différent. Oui. Donc, je me permets de rebondir, je voulais vous faire réagir. De préciser qu'effectivement, je pense que le plus grand vice que peut apporter la précarité, c'est l'isolement. Parce qu'il crée un tel sentiment de honte que les personnes n'ont déjà pas envie de s'identifier comme telles, comme étant déjà dans le besoin. Puis ensuite, il faut en parler, il faut sortir de chez soi, il faut accepter un matin de dire ok, je n'ai pas la situation qui correspond aujourd'hui aux finances que j'aurais aimé avoir, et du coup il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, notamment manger plusieurs fois par jour, comme
cela pouvait être le cas. Et du coup, de franchir ces portes-là, c'est déjà un processus d'acceptation assez long et qui, du coup, lui-même crée ce que vous disiez juste avant, c'est détresse psychologique. C'est de dire comment j'en suis arrivé là et puis pourquoi j'en suis arrivé là, comment ne pas se culpabiliser, comment l'accepter autour de soi et comment franchir le cap pour aller vers toutes ces actions de solidarité. Et c'est pour ça que dans ce que fait la Nuit de la Solidarité, ce qui est très bien, c'est qu'elle permet à toutes ces personnes d'aller vers des personnes notamment les sans-abri, mais ce n'est pas la personne qui a besoin de faire la démarche. Oui, tout à fait. Et comment, au niveau de la région, quelles sont les aides que vous pouvez apporter, par exemple, en ce qui concerne les étudiants qui sont en difficulté? Alors, sur les étudiants, il y a des choses qui avaient été mises en place, mais notamment la possibilité de financer les premières séances chez le psychologue, notamment pour les jeunes qui seraient victimes de harcèlement en milieu scolaire. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mutuelles qui mettent ça en place parce qu'on s'est rendu compte que la santé mentale est un espèce de luxe que tout le monde ne pouvait pas, enfin, je dis pas la santé mentale, mais je dirais les soins ou l'accompagnement pour la santé mentale serait un luxe en France. Oui. Et du coup, si on ne permet pas à une personne d'identifier les difficultés par lesquelles elle passe et de mettre des mots dessus, la situation peut s'enliser, peut je dirais se pérenniser, mais vraiment faire en sorte qu'elle dure un peu trop dans le temps. Et une fois que vous êtes dans ce cycle-là psychologique, ce cycle de détresse psychologique, les démarches administratives après, mais elles deviennent l'Everest. Vous ne pouvez pas entreprendre des démarches administratives lorsque déjà, juste aller prendre un panier alimentaire au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge, ça vous fait peser une honte sur vous terrible qui vous fait vous dire non. Oui, on s'isole d'autant plus, bien évidemment. Alors, puis, j'ajoute quelque chose qui est très important dans la précarité, enfin, pour les personnes en situation de précarité, c'est le fait qu'ils passent un temps, on ne se rend pas compte, mais ils passent un temps infini. Ils passent toute leur vie à justifier les choses. Ils vont au CCS, on leur demande les papiers qui justifient qu'ils sont pauvres, je caricature un peu, mais à peu près c'est pour ça. Ils vont au département, on demande la même chose. Ils vont à la CAF, on demande la même chose. Ils vont à la CPAM, on demande la même chose. Enfin, faut comprendre que le parcours, enfin la vie des gens en précarité, on se dit ils ont le temps parce qu'ils travaillent pas. Quand ils travaillent pas, on ne va pas parler des travailleurs pauvres, mais on pourrait en parler, mais l'émission serait beaucoup trop longue. Mais le temps que passent les gens, le temps administratif que passent ces gens-là à se justifier de leur pauvreté est absolument hallucinant. À ces échecs, parce que vous avez des fois dans des questionnaires très simples, d'accord, vous travaillez pas, depuis quand, très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne, je pense que ça la remettre en permanence en fait. En permanence à ces difficultés rencontrées qu'elle doit réexpliquer. Donc. Et il y a un découragement. Donc forcément, il y a un moindre recours. D'où le non-recours. Voilà. D'où le non-recours. On parle dans le RSA, par exemple, de 30% de non-recours. Pour l'AME, on parle de 50% de non-recours. Bon, c'est des chiffres qui valent ce qu'ils veulent, mais qui sont quand même significatifs. Que ce soit 42% ou 56%, ça ne change pas. Il y a un problème. Et ça fait partie du problème, effectivement. Oui. Ce qu'on décrit là fait partie du problème du non-recours. Totalement. Alors, vous parliez, chère Jessie, des questions de santé. Moi, je voulais que vous me disiez un mot aussi sur la mutuelle régionale. Complètement, la mutuelle régionale qui a été mise en place par la région Île-de-France, qui a été lancée en 1er février 2023. Et du coup, l'ambition était de pouvoir favoriser l'accès aux soins, en fait, du plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas en emploi, ou si lorsque vous êtes étudiant, vous n'avez pas la mutuelle étudiante, peut-être quand vous êtes à l'université ou autre, vous pouvez bien évidemment rentrer une fois de plus dans cette spirale par une autre porte qui du coup n'est pas le logement mais la santé. Le manque d'accès aux soins qui du coup aujourd'hui peut devenir une réelle problématique lorsque vous ne pouvez pas vous payer certaines consultations chez des spécialistes. C'est ça. Et du coup, on parlait du logement juste avant. La santé est également un domaine sur lequel beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent être précarisées. Et c'est là où la mutuelle régionale vient aujourd'hui combler ce dispositif d'atout et de soutien que peut avoir besoin n'importe quelle personne aujourd'hui qui ne serait pas en mesure de pouvoir s'offrir une mutuelle. Et justement, comment on peut y accéder pour les personnes qui nous regarderaient, qui auraient besoin? Alors directement sur le site de la région, la mutuelle s'appelle Île-de-France Mutuelle Santé. Il y a un numéro que vous pouvez composer et vous pouvez bien évidemment faire directement l'inscription en ligne pour pouvoir formaliser votre inscription, mais c'est vraiment simple.
Île-de-France Mutuelle Santé, et vous avez toute la brochure et les formulaires pour pouvoir remplir ou soit être rappelé directement. Et c'est plus simple. Il y aura moins de formalités administratives pour s'y inscrire. Oui. Bien. Voilà. Là, au moins, merci à la région, effectivement, voilà, de faciliter. Alors, on parlait, Étienne Filleul, de santé. Moi, j'aimerais que vous nous parliez également du partenariat à Alfortville avec le Centre municipal de santé. Tout à fait. Donc on a une politique santé assez forte à Alfortville, même si ce n'est pas une compétence directe de la ville, mais ça fait un bon moment qu'on a ça. Donc on a 2 centres municipaux de santé pour une ville de moins de 50 000 habitants, c'est quand même pas mal. Et donc on a créé un dispositif qu'on appelle le dispositif santé précarité pour toutes les personnes qui n'ont aucune couverture santé, je ne parle pas de mutuelle, là je parle aucune couverture santé, c'est-à-dire ni carte de sécu, ni aide médicale d'État, ni rien du tout, pour plein de raisons. Enfin, on a parlé du non-recours, on a parlé de choses, de gens qui sont hors système, qui sont un peu les zombies du système, qui peuvent accéder ni à la sécu, ni à l'AME. Bref, donc pour tous ces gens-là, nous, on prend en charge, le CCS prend en charge la consultation au centre de santé, mais aussi les analyses biologiques s'il y en a besoin, l'imagerie, c'est-à-dire échographie, scanner, etc. Et les médicaments. Oui. Voilà, donc on prend ça en charge et ça leur coûte 0. Donc en gros, on fait une espèce d'AME pour ceux qui n'ont pas l'AME. Voilà, pour dire les choses. L'AME dans l'AME. On ne prend pas tous les soins, évidemment. Là, j'ai décrit ce qu'on fait, c'est vraiment les analyses de base pour avoir un diagnostic certain. Donc on fait ça depuis un petit moment, enfin depuis 2 ans. Voilà, donc c'est quelque chose dont je suis assez fier parce qu'il y a les gens qui sont hors système, on parlait des gens qui n'ont pas accès aux soins pour des raisons financières, mais ceux qui n'ont même pas accès aux soins pour des raisons financières et parce qu'ils ne sont pas dans le système, voilà. Donc nous on prend cette part en charge. Alors évidemment dans le débat actuel sur l'AME et sur l'immigration plus globalement, ça dénote un petit peu, mais on est justement très fiers de cela parce que la santé c'est pas seulement un sujet polémique de politique politicienne sur les sujets de l'immigration, c'est un sujet d'êtres humains qui ont besoin de soins. Donc quand on est médecin, par définition, on ne prend pas ça en compte. Et quand on est élu, normalement, on ne devrait pas prendre ça en compte. Donc on est très fiers de cela. Oui, oui, c'est une belle démarche, effectivement, pour garantir l'accès aux soins à tous. Exactement. Effectivement. Et alors, on a vu l'action des pouvoirs publics. Bien évidemment, on a vu le bénévolat qui est essentiel parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas résoudre tous les problèmes actuels en matière de précarité. J'ai une question, Jessie Claude. Est-ce que vous pensez qu'en fait, à l'heure actuelle, quand on parle de solidarité, la classe active doit se montrer davantage solidaire des classes étudiantes, des personnes âgées? Est-ce qu'il y a un vrai sujet à ce niveau? Je pense que, quoi qu'il arrive, que celui qui a la possibilité, je pense, dans la société, de pouvoir aider un autre concitoyen, qu'il le fasse, pour moi, cela va sans dire. Maintenant, c'est de savoir comment bien l'organiser, parce que la réelle problématique aujourd'hui, dans tout un tas d'aides ou de dispositifs, c'est qu'on se rend compte que peut-être beaucoup de personnes peuvent bénéficier de dispositifs dont elles n'ont peut-être pas réellement besoin. Oui, c'est-à-dire? Je m'explique. Lorsqu'il y avait eu la réduction pour comment ça s'appelle, la subvention de l'État pour l'essence. Oui. Du coup, se poser la question de se dire, mais attendez, on va baisser le prix de l'essence pour tous les automobilistes, alors que tous les automobilistes n'ont peut-être pas besoin de cette réduction. Tout à fait. Et du coup, la problématique, c'est de dire comment on classe les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et c'est vraiment la problématique des critères, entre guillemets, d'éligibilité. Comment il faudrait faire pour que les personnes qui ont réellement besoin des dispositifs puissent y accéder. Et du coup, c'est la vraie question de si on n'arrive pas à identifier le nombre de réels bénéficiaires, il est dans ces cas-là très difficile d'estimer le coût réel de ce que cela pourrait représenter, et du coup des personnes qui devraient porter ce coût réel. C'est la même problématique par rapport aux retraites, c'est la même problématique par rapport à tout un tas d'autres sujets, où aujourd'hui, oui, la solidarité doit se faire d'un point de vue générationnel, elle doit se faire d'un point de vue, je dirais, je ne veux pas dire professionnel, mais d'un point de vue CSP, peut-être au niveau des classes... Classe socio-professionnelle. Classe socio-professionnelle, merci, parce qu'effectivement, on peut avoir un certain âge et ne pas avoir le même niveau de vie qu'une personne qui a le même âge que nous. Donc, il ne faut pas non plus de toute façon, il y a déjà des disparités dès la naissance, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Mais notre devoir, c'est de les corriger. Exactement, exactement. Donc, oui, bien évidemment, je trouve que c'est complètement essentiel.
Et vous, Étienne Filleul, justement, sur cette solidarité entre générations, la classe active doit-elle être davantage solidaire des classes plus jeunes ou plus âgées? C'est en tout cas le sujet des retraites que vous aborderez bientôt, si j'ai bien Voilà. compris, dans cette même émission. Exactement. Mais c'est par exemple une bonne question philosophique, au-delà de la question économique sur les retraites. La réponse est oui. Après, c'est pas seulement générationnel. Je pense que tout le monde doit être solidaire avec tout le monde, indépendamment des classes, entre guillemets, classes. Mais voilà, il y a des personnes âgés qui ont les moyens d'aider des jeunes. Il y a des jeunes qui peuvent aider, pas forcément sur le plan pécuniaire, mais sur le plan de l'aide à la personne. Enfin, voilà, donc les échanges peuvent aller dans tous les sens et prendre de multiples formes. Voilà. Quand on dit la solidarité, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des solidarités du quotidien, institutionnel, municipal, régional, etc. Mais ça reste le maître mot dans tout ça, c'est l'échange. Avant, excusez-moi pour Mais je vous en rebondir, prie, allez-y. la solidarité doit vraiment être transversale. C'est vraiment ce que vous disiez, c'est ne pas juste d'aller de gauche à droite ou de droite à gauche ou d'en haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ça doit vraiment, je pense, se faire dans tous les sens et sur différentes thématiques, comme vous disiez. Ça peut être pécunier, ça peut aussi être du temps. Vous avez lancé l'heure civique. À partir du moment où il y a un besoin en face, si quelqu'un peut y répondre, je pense qu'il ne doit pas se gêner ou s'empêcher de le faire. Oui, totalement. Oui, et l'heure civique illustre parfaitement cette aide entre générations. Parfait, exactement. Et donc, quand on parle, on va revenir aussi à Alfortville une nouvelle fois. Enfin, on va parler d'Alfortville ici. Mais oui, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas Alfortville, venez dans le Val-de-Marne. Oui. Vous allez découvrir cette très belle commune solidaire et une commune justement qui fait la passerelle entre les générations, puisque Alfortville a lancé son label Alfortville Ensemble. Et je voudrais que vous nous en parliez, s'il vous plaît. Absolument, donc c'est quelque chose qui avait été lancé au mandat précédent. Alors pour être très honnête, le Covid n'aidant pas, oui. La chose est un petit peu mise de côté, mais on réfléchit à le remettre en place. Bon, ceci étant, ce label, c'est juste un label, je vais dire, donc c'est pas forcément grand-chose. Plus concrètement, nous, dans ce mandat, on a un conseiller municipal qui est dédié au lien intergénérationnel. Là, depuis quelques mois, on a enfin au CCS recruté quelqu'un qui est un personnel administratif qui est dédié au lien intergénérationnel. Et on veut essayer, alors là, on est dans une phase de recensement de ce qui est fait un petit peu partout, parce que quand on dit lien intergénérationnel, c'est pareil, ça veut tout et rien dire, oui, c'est vaste, ça prend plusieurs formes, etc. Donc là, ça se fait dans plusieurs services dans l'administration de la ville. Donc on est en train de recenser tout ce qui existe déjà pour voir ce qu'on va mettre en place comme politique un peu plus cohérente. Sachant que on peut tout, c'est ce qu'on fait déjà régulièrement, amener des enfants des centres de loisirs dans les résidences autonomie, faire ce genre de choses, voilà, qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas non plus la panacée dans le lien intergénérationnel. Donc pour l'instant, on est dans une phase de recensement de ce qui est déjà fait, et puis on va bientôt faire des annonces sur ce sujet. Mais je ne vais pas les déflorer ici. Non, bien évidemment, mais peut-être viendrez-vous nous les annoncer. Avec plaisir, chère Florence. Alors, très bien, alors je prends note, oui. Non, parce que c'est vrai que tout à l'heure, vous me demandiez s'il y avait un numéro pour la mutuelle régionale. Oui. Alors c'est vrai que je ne l'avais malheureusement pas en tête, je ne connais pas le numéro par cœur de la mutuelle régionale, mais si ça peut être utile, je ne sais pas si ça vaut la peine que je répète, donc c'est un numéro vert 0800 730 641. Je répète, 0800 730 641. Pour les personnes qui en auraient besoin. D'accord, donc voilà, on le note effectivement et c'est bien, voilà, c'est un numéro gratuit, donc toutes les personnes peuvent appeler et avoir recours à cette mutuelle. Et donc moi j'aimerais, parce qu'on approche bientôt déjà, ça passe vite avec vous deux, d'Alfortville à la région, le temps passe à une vitesse incroyable et je pense pour nos spectateurs également. Et moi j'aimerais qu'on finisse sur des notes positives. Quelles sont les avancées que vous aimeriez voir l'un et l'autre dans les mois, dans les années qui viennent justement pour répondre à ces problématiques de sans-abrisme, de solidarité, quelles sont ou les initiatives que vous aimeriez voir portées, aussi bien par des associations, des institutionnels ou des particuliers? Non, je vous en prie. Non, mais moi, je vais vous dire, moi, je suis un partisan et un militant du revenu universel. Alors, le revenu universel, c'est pas forcément... c'est pas uniquement, loin de là, son objet n'est pas uniquement de combattre la précarité ou la grande pauvreté, du tout.
Oui. Je pense que ceux qui ont suivi l'élection présidentielle 2017, tout a été expliqué déjà, donc je ne vais pas refaire le panégyrique. Mais oui, moi, c'est mon grand rêve, effectivement. Voilà, sachant qu'encore une fois, le but n'est pas de lutter contre la pauvreté, mais ça y participera. Et puis surtout un changement de paradigme dans l'approche par rapport à la pauvreté. Donc, si vous me demandez un grand rêve comme ça, voilà. C'est celui-là. Après, pour être finir sur une note positive, moi, encore une fois, et c'est ce qu'on vit à Alfortville, c'est ce qu'on vit dans un certain nombre de territoires, malgré l'ambiance qui n'est pas à la fraternité dans ce pays, je vais dire ça de façon un peu brutale, mais brutale, mais je dirais presque euphémisée, parce que voilà, on va dire voilà, l'ambiance n'est pas à la fraternité, pour ne pas dire pire. Malgré cela, il y a partout dans le pays des poches, j'allais dire, et même de grandes poches de solidarité, oui. De fraternité, d'humanisme, qui se fait alors soit de façon visible, soit de façon complètement invisible. Moi, je l'ai vécu avec le piquet de grève des travailleurs Chronopost à Alfortville, qui sont restés 2 ans en lutte devant le Chronopost d'Alfortville. Alors nous, municipalités, on les a aidés, il y a un certain nombre d'élus qui les ont aidés, mais il y avait tous les jours des gens qui s'arrêtaient, qui arrêtaient leur Twingo, qui sortaient 3 packs d'eau, qui disaient au revoir, qui refermaient la Twingo et qui repartaient. Vous ne savez pas qui c'était. Oui. Je trouve ça assez rassurant. Je veux dire par là que ces poches de fraternité et d'humanisme, elles existent dans ce pays. Et c'est pour moi une source d'espoir, même si peut-être qu'on a l'impression que ces poches sont minoritaires, parce que le débat public est saturé de sujets de rejet de l'autre. Voilà, ces poches-là sont ma voix et sont la chose qui font que je reste positif. Oui, et on vous suit dans cette approche positive, effectivement. Et vous, Jessie Claude, voilà, quels seraient vos rêves peut-être finalement ? Je pense que chaque époque, chaque période doit avoir ses enjeux, ses défis. Et il est dommage que malgré que certains siècles passent, qu'on traîne encore des fois les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et une des thématiques qui me tient énormément à cœur, c'est le gaspillage alimentaire, je dirais la faim. Oui. Aujourd'hui, il y a des siècles, il y avait des personnes qui avaient faim. On a fait tout un tas d'avancées technologiques. On n'a pas encore réussi à résoudre ce problème-là. Enfin, pour moi, c'est assez symptomatique de la, comment dirais-je, du manque de concentration qu'on peut avoir sur les priorités qui doivent être les nôtres. On pense aller à Mars, on pense faire des voitures électriques, on pense faire des cuirs électriques, mais par contre, que tout le monde puisse manger à sa faim, c'est pas vraiment une priorité. Donc, ça m'étonne encore. Je suis ravi de voir qu'il y a des actions qui sont menées, notamment des lois anti-gaspi, mais quand vous voyez que 32% de ce qui est produit est jeté, je vois qu'il y a des initiatives qui sont très bien. Je vois que, par exemple, certains magasins, à partir d'une certaine heure, vendent des produits moins chers, oui. ou donnent à des associations, mais j'aimerais que ce soit vraiment plus généralisé. On ne peut plus accepter que des grands industriels mettent de la javel sur tout un tas de tonnes de nourriture, alors qu'ils pourraient les donner à un restaurant, qu'ils pourraient le liquider le soir même, qu'ils feraient des plats, qu'ils les distribueraient le soir même. Et comme on le disait juste avant, face à la précarité, les chiffres ne font que s'accroître. Donc, il y aurait toujours des personnes qui, en face, pourraient les récupérer. Et je pense que ça peut être des petites actions qui, aujourd'hui, sont menées de façon complètement isolée et des fois artisanale par des restaurants, par des restaurateurs, par des commerçants qui devraient être vraiment récupérés, généralisés à la grande distribution. Oui, c'est vrai que vous avez totalement raison. Et c'est tellement choquant de voir ces monceaux de nourriture qui partent à la benne, alors que tant de personnes dans notre pays, on parle bien de la France, sont en situation de malnutrition. Voilà, et donc et vous avez totalement raison. Alors on va rappeler juste pour les personnes qui voient des personnes en situation de sans-abrisme, si elles ont besoin d'appeler un numéro, c'est le 115. Donc voilà, on va le remettre peut-être, Eric, à l'écran, voilà, ce numéro, parce que c'est un numéro important. Voilà, vous pouvez appeler vous-même si vous avez besoin d'un abri, vous pouvez appeler si vous souhaitez aider quelqu'un qui est dans la rue. Et puis il y a aussi des petits gestes. Je pense que voilà, comme on le disait, ces chiffres, ce sont des êtres humains derrière les chiffres. Il y a des petits gestes que vous pouvez faire, des choses très simples. Quand vous voyez une personne dans la rue qui dort dans la rue,
une bouteille d'eau chaude, une bouteille de verre en verre rempli d'eau chaude. Voilà, voilà, c'est un petit geste aussi. Un peu de nourriture. Voilà, pas forcément donner d'argent, mais voilà, acheter un fruit, penser aux vitamines. Voilà, je pense que chacun aussi, l'action des pouvoirs publics est essentielle, l'action des associations, mais je pense que chacun, dans sa vie de tous les jours, peut intervenir. Peut et doit Intervenir, voilà, et être sensibilisé à cette question des personnes qui nous entourent et qui sont en situation de difficulté. Complètement. En tout cas, merci infiniment. C'est un plaisir de vous avoir reçus l'un et l'autre. J'espère que vous nous ferez le plaisir de revenir pour d'autres émissions. Plaisir. Alors, on sera heureux de vous accueillir vraiment. Donc, merci pour votre éclairage sur ce sujet qui est touchant. Et je pense que voilà, tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui ont été touchés par cette question. Donc, voilà, moi, je vais remercier tout d'abord ce cher Eric qui peut enlever le 115 voilà, et nous remettre à l'écran. Et voilà, pour vous dire au revoir à tous. Et donc, je vais remercier Eric Muresan qui est à la réalisation. Merci Eric pour ton travail et ton accompagnement. Merci à Philippe Langonnet qui était sur le plateau, qui est notre photographe de plateau que vous ne voyez pas, mais qui nous a pris tous les trois en photo pendant l'émission. Vous verrez les photos sur les réseaux. Merci bien évidemment à Rabat Baloul qui est le président d'Armada. Merci à Eric Durand qui est à la communication. Et puis je vais remercier également le public parce que nous avons nos spectateurs, voilà. Merci, voilà, vous êtes là l'un et l'autre. Merci. Et je vous rappelle donc que vous aussi, vous pouvez nous rejoindre dans le public. Et puis, je vais vous donner évidemment rendez-vous pour le prochain numéro de Place des Enjeux. Et là, on va aborder une thématique assez importante. Comment fait-on aujourd'hui pour débloquer la situation politique qui est tellement bloquée en France à l'heure actuelle ? Ah, ça, c'est une vraie question. Mais ça, c'est dans 2 semaines. Donc, je vous dis à très vite.